Bienvenue à cette soirée du vendredi, cette soirée de clôture du Colloque Wright pour la science. C'est le tout dernier soir de cette 21e édition. Merci d'être venus aussi nombreux à l'Université de Genève. Merci également à toutes les personnes qui nous suivent en direct sur le live sur Internet. Vous me connaissez, si vous êtes présents depuis le début de la semaine, je suis journaliste scientifique et mon nom est Sarah Servondada. J'ai l'immense plaisir d'être avec vous toute cette semaine et encore ce soir pour accompagner et animer les discussions. Et vous connaissez maintenant le principe. Le principe, chaque soir, nous accueillons un ou une scientifique de haut niveau pour nous accompagner dans ce grand voyage à travers les symétries de l'univers. Et ce soir sera un petit peu différent. Ce dernier soir va nous ramener à une échelle un peu plus humaine, puisqu'il sera question de symétries qui guident le développement du vivant, les symétries en biologie. Voilà, c'est un champ qui va nous emmener du côté des symétries des fleurs et peut-être même des motifs des guépards. C'est un voyage qui va nous faire passer des atomes aux orchidées. Et sur ce sujet, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Enrico Cohen. Il est professeur au département de cellules et biologie au John Innes Center à Norwich, au Royaume-Uni. Avant de l'accueillir et de l'écouter, quelques petits rappels pratiques sur le déroulé de la soirée. Elle va se dérouler en 3 parties ce soir. D'abord, l'exposé scientifique du professeur Cohen, qui va durer environ 40 minutes et qui sera donné en anglais. Si vous avez pris un petit casque à l'entrée, il pourra être traduit en direct par nos interprètes. Puis un panel de questions-réponses où le professeur Cohen sera accompagné de 2 autres conférenciers des autres soirs que je vous présenterai tout à l'heure. Là aussi, la discussion va se dérouler en anglais et vous pourrez compter sur les petits casques audio pour les traduire dans la langue de votre choix, en l'occurrence le français si vous en avez besoin. Et je vous rappelle d'ailleurs que s'il vous plaît, ne réglez pas le volume de vos casques trop fort pour ne pas gêner vos voisins dans la salle. Un grand merci. Et 3e partie de la soirée, nous conclurons par un petit mot de conclusion par le professeur Thierry Courvoisier, président de la Fondation Wright. Encore un petit rappel pratique, c'est comment faire pour poser ces questions. Vous pouvez passer par deux moyens. Le premier, c'est la plateforme en ligne dont le QR code s'affiche juste derrière moi, plateforme Slido. Voilà, il suffit de prendre le QR code et vous pouvez poser vos questions sans attendre pendant la conférence. Le deuxième moyen, c'est tout simplement de nous faire signe pour solliciter l'un des micros qui va circuler dans la salle pendant la partie de questions-réponses. Et évidemment, s'il vous plaît, merci de bien vouloir mettre vos téléphones en silencieux par respect pour nos conférenciers et les personnes qui suivent ce colloque. Avant d'inviter sur scène notre orateur de ce soir, je souhaiterais donner la parole au professeur Yvan Rodriguez du département génétique et évolution de l'Université de Genève. Il est également membre du comité scientifique de la Fondation Wright. Bienvenue sur la scène, professeur Rodriguez. À l'instar d'éditions précédentes, le thème des symétries de ce colloque Wright se prête à une articulation complexe et donc à un petit effort cognitif. Parce que les symétries, elles sont visibles dans les formules mathématiques, dans les lois de la physique, dans certains concepts, dans certains processus, mais aussi dans les choses que l'on observe avec les yeux. Autour de ce grand thème des symétries, nous avons exploré cette semaine, avec les professeurs Uzan, Baumann, Amis et Copeland, le monde de la physique, ou plutôt les mondes de la physique, abordant le temps, les forces de l'univers, l'antimatière. Et pour ce colloque parlant de symétrie, il aurait été dommage de faire l'impasse sur une expérience que nous vivons tous ici, au quotidien. Je fais référence aux constructions humaines, pourtant formidablement symétriques, comme le Parthénon. Alors, je ne fais pas référence aux constructions humaines, pourtant considérablement symétriques, comme le Parthénon ou la cathédrale de Genève, ou simplement ce pupitre peu stable. Je pense que ce sera pour une autre fois. Ce à quoi je pense, ce sont les symétries du vivant, les symétries que nous offre le vivant qui nous entoure. Nous tous ici, mammifères,
en l'occurrence grand singe, présent dans cet auditoire, exhibons une symétrie bilatérale que d'ailleurs nous apprécions particulièrement. D'autres formes de vie, au fond des océans ou ailleurs, peuvent être organisées de la même façon, ou d'autres, différemment, comme les étoiles de mer ou les méduses, dont la symétrie, dont l'arrangement n'est, lui, pas bilatéral, mais radial. En réalité, en parlant de la vie, si on s'intéresse à la masse qu'elle représente sur la planète, ce serait plutôt aux végétaux qu'il faudrait tout d'abord s'intéresser, puisqu'ils représentent l'énorme majorité de la biomasse planétaire, loin, loin devant les animaux et même loin devant les bactéries. Et c'est justement des plantes dont va nous parler notre intervenant, le professeur Enrico Cohen. Pour faire court, très court, après un doctorat à l'université de Cambridge, le docteur Cohen rejoint, un peu plus à l'est de l'Angleterre, le fameux John Innes Center, où il s'intéresse aux fleurs et en particulier aux gènes impliqués dans leur construction, ceux qui agissent sur les différents axes de ces fleurs. Ces travaux sont remarquables, ils sont remarqués, ils lui valent la reconnaissance de ses pairs, reflétée entre autres distinctions par sa nomination en tant que membre de la Royal Society et aussi de l'US National Academy of Sciences. Parallèlement à ses activités de chercheur, Enrico Cohen s'implique également dans la communication scientifique. D'un côté, c'est assez rare pour le faire remarquer, à la communication scientifique au sein du corpus des chercheurs. Il a entre autres publié une longue série d'articles dans la revue professionnelle Development, des articles dans lesquels il revêt l'habit et adopte le verbe d'une espèce ou d'une autre, parfois même d'une cellule, ou même d'un objet de la vie d'un chercheur, offrant un angle assez inhabituel de la science, original et même parfois assez poétique. D'ailleurs, c'est dans cet exercice qu'il a déjà eu en lien avec notre ville, avec la cité de Calvin, en discutant des activités d'Abraham Tremblay, un des naturalistes genevois du XVIIIe siècle, dont le nom résonne encore aujourd'hui au-delà de la République. Enrico, naturellement, s'intéresse aussi aux liens avec le grand public, à travers nombre de livres et d'articles, et aujourd'hui, à travers cette conférence. Aujourd'hui donc, il va nous parler des symétries dans le monde du vivant, il va nous parler en particulier des plantes, il va nous parler de l'origine de ces symétries et des différents niveaux auxquels elles sont observables, et peut-être aussi, je l'espère, il discutera du rôle, en dehors de celui d'être apprécié, fortement apprécié esthétiquement par notre espèce, on peut s'en rendre compte avec ces arrangements, que certaines de ces symétries peuvent jouer dans le vivant et combien la sélection naturelle a agi dans l'histoire de la vie et agit toujours sur ces symétries. Enrico, the floor is yours. Enrico, c'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend au fond de la salle? Parfait. Alors, il est normal de tout d'abord remercier les organisateurs de l'invitation. Donc, comme d'habitude, je le fais, mais je veux vraiment insister sur ces remerciements. Et je veux exprimer ma reconnaissance. Et pour cela, je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, qui ne m'est jamais arrivé auparavant, lorsque je me suis rendue à des conférences, et j'en ai fait beaucoup, des conférences dans ma vie. Aujourd'hui, on m'a refusé l'accès au petit déjeuner. Alors, pourquoi est-ce que cela s'est passé? Eh bien, j'étais au petit déjeuner, j'étais avec mes collègues, Yasmine et Jean-Pierre, mes collègues de la semaine, et nous avons complètement oublié l'heure. Nous étions tellement réjouis par notre discussion que
Nous avons digressé et enfin, les serveurs et les serveuses sont arrivés, regardaient leur montre et disaient « Bon, il est l'heure, il faut quitter la salle, là. Il n'y a plus personne, nous devons maintenant nettoyer la salle et vous devez quitter la salle. » Alors, nous sommes sortis, nous sommes allés dans le lobby et nous avons continué notre discussion. D'ailleurs, on ne m'a pas seulement demandé de quitter la salle ce matin, mais hier aussi. Simplement, hier, il y avait moins de serveurs. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'ils avaient anticipé la chose, donc ils ont rameuté davantage de serveurs et serveuses pour nous demander de partir. Et moi, je suis biologiste. Et les physiciens et les biologistes sont très souvent séparés les uns des autres. Ils n'échangent pas beaucoup, ils fréquentent des communautés différentes. C'est comme des enfants dans différentes écoles qui n'ont jamais le droit d'interagir, qui ne se rencontrent pas. Ils n'ont pas l'occasion d'échanger, ou des enfants de différents horizons et qui ne se côtoient pas. Et on reste au sein de notre communauté. Et là, une des choses incroyables de cette conférence, c'est que nous sommes de communautés différentes et nous sommes ensemble. Et c'est passionnant d'entendre la perspective des physiciens alors que je suis biologiste. Donc j'encourage ce type de conférence qui nous réunit. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, donc, c'est expliquer et illustrer la relation qu'il y a entre la physique, les lois de la physique dont nous avons entendu parler, et le monde de la biologie. Et je vais commencer par vous demander d'imaginer que vous allez vous promener donc dans la campagne autour du lac de Genève que vous voyez derrière vous, le lac Léman. Et si vous regardez autour de vous, eh bien, il n'y a pas de symétrie particulière. Nous voyons des montagnes qui sont escarpées, nous voyons des vaguelettes, de l'eau, peu de symétrie. Mais si l'on zoome sur le lac et qu'on regarde les molécules individuelles, eh bien là, tout de suite, la symétrie nous frappe. Donc les molécules d'eau qui sont dans le lac ont une symétrie bilatérale. Et souvenez-vous, si vous étiez là les autres soirs, la symétrie veut dire qu'il y a une parallèle entre les deux côtés, ici, d'une molécule, par exemple. Donc, on parle de répétition. Le côté gauche répète ce que l'on voit du côté droit. Alors, pourquoi est-ce que l'eau est-elle symétrique? Et ce que nous avons entendu, c'est que cette symétrie elle-même est l'expression d'une autre symétrie, une symétrie fondamentale de la physique. C'est que les lois de la physique sont invariables lorsqu'il s'agit de la traduction dans le temps. Donc les lois de la physique ici, à mes pieds, sont les mêmes que les lois de la physique à 10 mètres à ma droite, par exemple. Alors peut-être que cela n'est pas évident. Eh bien, il n'y a pas de raison logique à cela. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Les lois de la physique ne changent pas dans l'espace et dans le temps. Et donc il y a une symétrie incroyable, car il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. Et cela s'applique dans l'univers, dans son entièreté. Donc, si nous avons cette molécule, par exemple, et que les lois de la physique étaient différentes pour différents atomes, eh bien, nous n'aurions pas cette symétrie, car l'hydrogène à gauche serait différent de l'hydrogène à droite, et on n'aurait même pas d'hydrogène du tout, d'ailleurs. Et le fait que la loi de physique est respectée ici, nous avons donc la symétrie, la règle de mécanique quantique et tous les autres éléments qui déterminent cette symétrie. Et donc tous les atomes respectent les mêmes lois, le même règlement dans la mécanique quantique. Alors ici, vous voyez l'échelle, 10 à moins 10 mètres. Et nous avons donc l'échelle de notre vivant. Ici, on parle de 10 milliards de la taille dans laquelle nous vivons. Il y a également donc des symétries à plus grande échelle. Alors ici, par exemple, si l'on regarde le lac une journée de pluie, on voit les gouttes d'eau, et qui sont également symétriques. Et on parle de 10
puissance 21 molécules d'eau dans une gouttelette d'eau. Et pourquoi est-ce qu'elles sont symétriques? Parce que chaque molécule dans cette gouttelette d'eau respecte les mêmes lois. Et une de ces lois, c'est que les molécules d'eau interagissent entre elles et avec d'autres molécules d'eau, et ainsi toutes les molécules d'eau font la même chose, et cela crée une symétrie sphérique. Donc, de nouveau, voyons donc cette symétrie fondamentale de la physique, qui est que tout le monde, tous les atomes respectent les mêmes règles. Et si l'on va avoir un flocon de neige, eh bien on voit qu'il y a une symétrie hexagonale, donc un différent type de symétrie. Pourquoi est-ce que le flocon de neige respecte-t-il une symétrie hexagonale? C'est parce que l'eau se cristallise, les molécules d'eau se cristallisent et forment donc une symétrie hexagonale à cause d'une organisation hexagonale avec 6 couches de symétrie, et parce que toutes les branches dans notre cristal qui se développe, le flocon de neige, respectent les mêmes règles, eh bien, on finit par avoir une symétrie hexagonale avec toutes ces branches de la symétrie. Et donc, il y a des symétries au niveau microscopique en biologie, à cause de ces comportements donc préservés. Si on prend une fusée à Genève et qu'on la lance dans l'espace, eh bien, on constaterait qu'il y a une autre symétrie, donc la symétrie de la Terre. Et là, nous sommes allés bien au-delà de l'échelle humaine, bien sûr. Nous parlons de 6 ou 7 magnitudes plus grandes que nous. Et pourquoi est-ce que la Terre est-elle sphérique? Elle a une symétrie sphérique, et c'est parce que toute la matière suit les mêmes règles de gravité. Donc, vous voyez, il y a une application répétée des mêmes règles, très souvent des règles très simples qui mènent à ces symétries. Alors, revenons à notre balade autour du lac Léman. Si vous avez de la chance, eh bien, vous verrez peut-être des orchidées. Voilà un autre type de symétrie, la symétrie bilatérale. Là, on parle d'une orchidée sabot. Une orchidée sabot. Et là, donc, on a une échelle beaucoup plus petite, 10-1 mètre. On la voit, bien sûr, à l'œil nu. Et quelle est la relation entre cette symétrie-là et les autres symétries que nous avons vues, les symétries microscopiques ou alors les symétries astronomiques dont j'ai parlé? Y a-t-il une relation? Est-ce que c'est complètement différent? Là, on parle de la biologie, c'est une plante vivante. Est-ce que c'est différent? Que se passe-t-il? Et voilà de quoi je veux parler ce soir. Mais nous n'allons pas examiner les orchidées particulièrement, car elles ne sont pas très utiles ou efficaces lorsqu'on parle d'expériences scientifiques. Nous avons donc le muflier. Le muflier, plus connu sous la gueule du loup, est donc symétrique également. C'est une fleur qui a une symétrie bilatérale, mais qui nous permet donc d'analyser la génétique plus facilement. Alors, cela fait 40 ans que j'étudie cette fleur. Donc, peut-être que vous allez me dire que c'est une manière très triste de passer son temps dans la vie, d'étudier une seule fleur, mais quel ennui! Eh bien, je dois dire que je suis passionnée et que je profite de chaque instant de ce voyage scientifique qui est le mien. Et je vais parler de certains principes pour vous expliquer ce voyage scientifique que je fais. Alors, ce qui est d'abord intéressant, alors regardez derrière moi, ce qui est intéressant quant à cette fleur, le muflier, c'est qu'il y a des mutations qui changent la symétrie de cette fleur. Ici, par exemple, vous voyez donc une fleur symétrique avec 5 symétries. C'est la même espèce que le muflier,
donc l'antirinum en latin, et c'est juste qu'il y a eu une mutation sur un de ces gènes. Et cela change la symétrie fondamentale de la fleur. Qu'est-ce qu'une mutation? Qu'est-ce qu'un changement sur le gène? Eh bien, si vous vous souvenez bien, les gènes sont encodés dans l'ADN, donc sur cette hélice que nous connaissons tous, et ces bases qui sont donc empilées, et donc on a une branche qui forme comme une hélice et qui a une symétrie hélicoïdale. Et les molécules interagissent grâce à cette symétrie, et d'ailleurs il y a donc des répétitions tout le long des segments de l'ADN. Et c'est parce que nous pouvons donc regarder tous les tourbillons que nous pouvons examiner différentes molécules qui se répètent. Alors, maintenant, tous nos gènes sont encodés sur de l'ADN, et ceux du muflier, c'est pareil, et donc il y a 1 demi-million de ces bases qui sont empilées. Et un gène est donc une branche d'ADN. Et une mutation est souvent juste une toute petite modification sur une ou deux bases, ce qui change donc les propriétés de l'ADN et de comment cela va influencer le développement de la plante. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, car si l'on change donc juste ces bases, on parle d'une molécule avec des tout petits atomes, on parle de 10 puissance moins 9 mètres, et ce changement se reflète dans la symétrie de la fleur, qui va être plusieurs fois beaucoup plus grande. Et ça, c'est très différent des lois de la physique. Donc si on prend quelques atomes dans une goutte d'eau, eh bien cela ne change pas la forme de la goutte d'eau. Maintenant, si on regarde le flocon de neige, eh bien le flocon de neige, on a parlé d'hexagones et de symétrie hexagonale, et cela est reflété dans le cristal, donc la molécule d'eau qui se cristallise. Mais ici, avec la fleur, il n'y a pas de relation avec la symétrie hélicoïdale de l'ADN. Donc, comment est-ce que quelques modifications dans les bases de l'ADN vont être reflétées donc, dans un changement à beaucoup plus grande échelle qui vont être donc visibles dans la forme de la fleur. Alors, ce souci est assez complexe à traiter parce que la fleur est déjà quelque chose de complexe. Et je vais tout d'abord aborder cela par quelque chose de très simple, une cellule unique. Et donc, les plantes sont très intéressantes pour l'étude de ce problème, pour aller d'une échelle à une autre, parce que les plantes ont des cellules végétales uniques. Et elles se comportent de façon à rester un peu rigides, car elles ont des parois rigides qui les entourent, qui entourent les cellules. Et cela nous permet de comprendre le processus d'évolution beaucoup plus facilement que dans les animaux. Donc lorsqu'on étudie une plante, eh bien, l'on peut mieux comprendre les principes derrière ces lois de la physique qui vont ensuite s'appliquer aux animaux, aux mammifères, aux humains, etc. Donc, commençons par l'étude d'une cellule végétale unique. Nous allons enlever sa paroi et il nous reste donc le protoplaste. Donc, la paroi épaisse est enlevée de cette symétrie sphérique. Pourquoi a-t-elle une symétrie sphérique? C'est parce qu'il y a une pression en interne qui pousse vers les parois. Et comme la paroi est la même dans toutes les directions, que ce soit la pression osmotique ou autre, eh bien cela fait que la cellule est sphérique parce qu'il y a une résistance au niveau de la membrane à tous les niveaux. Et la question que je veux vous poser est la suivante. Si on permettait à cette cellule sphérique de grandir et de créer donc une nouvelle paroi, que se passerait-il? Eh bien, elle se développerait de façon cylindrique. Donc nous commençons avec une croissance cylindrique, avec donc
des propriétés différentes parce que la symétrie est différente. Là, il y a un seul axe de rotation, alors que comparé à la sphère, cela est différent parce que la sphère peut tourner dans tous les sens. Et ici, nous avons donc le passage à la symétrie cylindrique qui est complètement différente. Et comment cela se passe-t-il? Voilà ce que je veux vous expliquer. Et pour cela, je vais faire une petite expérience. Alors, c'est la première fois que je fais cette expérience sur une tribune. Donc, vous voyez le ballon. Je suis en train de le gonfler. Cela ressemble à une cellule. Vous voyez, bon, il devient sphérique. Donc, il y a une symétrie sphérique. Et comment est-ce que je peux faire en sorte que ce ballon devienne plutôt cylindrique? Alors, ce que je vais faire... Ah, attendez, il y a une petite fuite. Je vais mettre du scotch autour du ballon. Nice sound effects. Ah, il y a même des bruitages, vous voyez, c'est vraiment super. Oops, I've twisted it now. Yep. Few experimental modifications needed here. Alors, il me faudra faire quelques modifications à cette expérience, mais bref. Alors, j'ai coupé le scotch et que va-t-il se passer lorsque je continue de gonfler le ballon? Voilà la question. Alors, est-ce qu'il prend une forme cylindrique? Oui, bon, je me suis un peu embrouillé là au bout, mais vous voyez que l'idée générale est qu'il va adopter une forme de cylindre. Effectivement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce changement, cette modification, donc en contraignant la sphère. Donc là, c'est comme s'il y avait des fibres, si vous voulez. Alors, ce qu'il se passe, c'est que dans la cellule de la plante, ça se passe de façon naturelle. Il n'y a personne qui est là pour le faire. Donc, comment cela se passe-t-il? Nous revenons à la présentation maintenant. Donc, une cellule de la plante, un protoplaste, a des fibres qui l'entourent, comme le ballon, et ce sont des molécules de cellulose qui ont également des symétries. Elles ont la symétrie de translation. Elles sont faites de sous-unités de glucose qui sont ensemble et qui forment une longue chaîne, et c'est ça la cellulose. Et donc il y a une symétrie de translation parce qu'il y a des toutes petites unités qui forment une longue chaîne, mais c'est la même molécule tout le long. Et donc elles font le tour de la cellule. Maintenant, la question est comment est-ce que l'on va contrôler ces molécules de cellulose pour faire en sorte que la forme sphérique change. Maintenant, on doit regarder comment sont fabriquées les molécules de cellulose. Alors, pour expliquer cela, nous devons imaginer donc l'ADN qui est transcrit sur une autre molécule, donc la molécule ARN, qui a la même base que l'ADN, et ensuite la molécule est donc une protéine, c'est souvent un enzyme qui va donc créer des réactions, qui va agir comme catalyseur et va promouvoir la formation de cellulose. Le glucose donc fabrique de la cellulose. Et là, on parle déjà de processus d'amplification. Donc, une molécule d'ADN peut faire plusieurs molécules d'ARN, qui peut créer plusieurs protéines, et là, on peut commencer à parler de l'amplification. Et la protéine qui crée de la cellulose est elle-même guidée par une autre protéine que je vais devoir vous expliquer à un autre moment. C'est le microtubule. Et donc, ces microtubules sont composés de sous-unités protéiques qui, ensemble, forment un tube hélicoïdal. Et ce tube hélicoïdal peut avoir de plus en plus d'unités d'un côté. C'est ainsi qu'il se développe. Et ici, j'ai un petit clip vidéo qui vous montre cela, où justement
on a identifié ces microtubules dans une plante. Et vous voyez cette croissance dans une direction à chaque fois. Et ces microtubules guident la synthèse de la cellulose. Pour vous expliquer comment cela fonctionne, je vais utiliser cette analogie ici. Les microtubules sont comme un chemin de fer. Et sur ce chemin de fer, il y a une autre protéine qui synthétise la cellulose. On parle donc ici de la synthèse de la cellulose. Et donc ces microtubules, ensuite, avec la synthèse de la cellulose, créent la cellulose, un peu comme le train à vapeur produit de la vapeur. Et la direction dépend de la direction des microtubules qui guident justement cette synthèse. Et donc, il est important de savoir ce qui oriente les microtubules. L'un des comportements des microtubules intéressant à étudier est celui de la collision entre les microtubules. C'est ce que l'on appelle une catastrophe, parce qu'alors il y a une destruction directe. C'est important parce que lorsqu'on a beaucoup de microtubules qui interagissent et qui entrent en collision, il y a cette tendance à la destruction. Et statistiquement parlant, du coup, ces microtubules ont tendance à s'aligner et lorsqu'ils sont alignés, forcément, ils n'entrent pas tellement en collision. Et donc, c'est par cette règle, si vous voulez, qu'un alignement a tendance à se créer. Et si on applique cette seule et unique règle de la collision à plusieurs microtubules, eh bien, on peut avoir ce modèle simulé. On a déjà parlé de simulation. Et alors, ici, ce que l'on peut voir, c'est que les microtubules circulent et créent une sphère. Mais il n'y a pas réellement d'enroulement qui se crée. Et comment passe-t-on de cette situation pour arriver à mon ballon? Imaginons maintenant qu'on prenne la notion de pôle. On a ces deux pôles. Imaginons des régions à chaque bout de la cellule, là où les microtubules ont le plus de probabilité d'avoir cette catastrophe, cette collision. Lorsqu'un microtubule arrive dans cette région, il y a plus de risques qu'il y ait des collisions. Si maintenant on utilise ce modèle, eh bien on voit que les microtubules sont punis, entre guillemets, si ils vont là. Et là, regardez ce qui se passe. On a cet alignement qui se crée. Et là, on a de la croissance cellulaire. Ici, on voit qu'avec ces règles qui sont répétées, ces filaments se développent et, in fine, la cellule peut se métamorphoser dans sa forme. Alors, est-ce qu'on a des éléments qui portent à croire que les pôles sont différents, qui le démontrent? Eh bien, nous avons étiqueté plusieurs protéines dans la cellule et ici, vous voyez une expérience avec un protoplaste. On peut identifier certaines protéines et on peut localiser des bouts. Là, vous voyez cette protéine et on voit très clairement qu'il y a une certaine préférence par rapport à des morceaux de la cellule. Et partant, chaque cellule a une certaine polarité, des polarités qui se distinguent du reste de la cellule. Et ici, vous pouvez le voir justement avec ce vecteur, cette flèche, qui indique la polarité. Maintenant, on peut imaginer qu'on a une cellule avec différentes protéines à chaque bout, que ces protéines peuvent influencer les comportements des microtubules. Mais ensuite, qu'est-ce qui influence, contrôle la polarité? Pensons-y. Heureusement, nous avons ce mathématicien Alan Turing qui a accouché d'un modèle pour expliquer la polarité. Alors bien entendu, Alan Turing est plus connu pour son rôle dans le monde de l'informatique, des ordinateurs, des calculs, mais il s'est aussi intéressé à la biologie et à la morphogénèse. De fait, c'est lui qui a ancré ce terme de morphogénèse et donc de la forme des éléments biologiques. Lui, il disait, imaginons qu'on ait une molécule. Et donc lui, il est arrivé à cette idée de la diffusion de la réaction et donc des molécules d'autopromotion.
qui aspirent à l'autosynthèse. Eh bien, ces cellules, ces molécules peuvent se développer, se développer, se développer et pourraient en fin de compte prendre le pas sur le monde. Mais il faut savoir que dans ces réactions, eh bien, il y a également des inhibiteurs qui font que le niveau de la molécule diminue aussi. Et si l'inhibiteur va plus vite, alors on peut avoir des modèles très intéressants qui peuvent apparaître. Donc encore une fois, ici, on a des règles très simples et c'est grâce aux règles très simples qu'on peut avoir des modèles. Et voici ici une simulation par ordinateur avec tout d'abord un modèle assez brouillon, bruyant, flou, et ensuite, graduellement, vous pouvez voir que petit à petit, eh bien, nous avons une certaine concentration d'un côté uniquement. Et là, on a une rupture de la symétrie, comme on a tendance à le dire, mais parler de rupture de symétrie, c'est un peu fallacieux, un peu trompeur, parce qu'alors on dit « Ah, la symétrie est rompue ». Mais non, il y a quelque chose de continu, je dirais. Et ici, on pourrait dire qu'il y a toujours une symétrie. En ce sens-là, c'est juste que la symétrie a évolué. Et alors, là, il y a un axe plutôt qu'une symétrie radiale, si vous voulez. Et donc, ici, avec ces pôles, il y a cette évolution. Mais qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Et qu'est-ce qu'on en apprend de tout cela? Eh bien, que nous avons un ensemble de règles de base qui sont répétées dans les cellules. Et de ces règles, on peut voir qu'il y a une diffusion de la réaction et que, partant, il y a un modèle qui apparaît et alors qu'il y a des pôles, des bouts différents. Et du modèle, il y a une influence sur la mécanique cellulaire et c'est ainsi que les microtubules voient le jour, sont orientés et les microtubules ensuite ont un impact sur la forme de la cellulose et ensuite sur la forme. Et donc on parle du modèle de Turing à la mécanique, à la physique, à la croissance biologique. Et ici, je vous ai montré que fondamentalement, quelques règles de base ont ces conséquences dans le monde réel, qu'on a un modèle, la mécanique, et tout ceci est lié, et c'est lié à une répétition de règles. Et la seule raison pour laquelle ces règles sont répétées, c'est parce qu'il y a justement de la symétrie dans la physique. Les lois de la physique sont les mêmes partout dans la cellule. Si ce n'était pas le cas, eh bien ceci ne serait pas possible. La symétrie que nous voyons évolue, change, bien entendu, mais tout repose encore une fois sur la symétrie fondamentale de la physique. Dans le cas contraire, on ne pourrait pas avoir ces répétitions. Ceci est essentiel. Je vous ai parlé de cellules uniques, mais quid de tissus, de choses plus compliquées. Vous savez que des tissus sont des amas de cellules, comme des pétales, des feuilles. Et donc maintenant, penchons-nous sur un tissu multicellulaire. Ici, vous voyez plusieurs cellules, beaucoup de cellules, mais vous allez voir que chacune de ces cellules a du vert clair à un bout. Vous le voyez, n'est-ce pas? Et cela vous montre donc ces protéines vertes. Ce sont les mêmes protéines que je vous ai montrées avec cette polarisation dans les cellules. Vous vous souvenez d'une cellule qui avait deux pôles? Eh bien, ici, c'est la même chose. Mais là, vous voyez que cela se produit avec toutes les cellules. Et c'est toujours à un bout. Qu'est-ce que cela vous dit donc? Et donc, on dirait que chaque cellule a sa polarité. Et toutes ces polarités, toutes ces flèches vont dans la même direction. Et donc, ici, on peut coordonner la croissance de toutes ces cellules. Toutes les cellules sont en accord au niveau des polarités, et c'est ainsi que les microtubules de toutes ces cellules peuvent avancer dans la même direction. Mais ensuite, une nouvelle question, comment coordonnons-nous ces polarités? Qu'est-ce qui coordonne cela? Qu'est-ce qui fait que tout suit le même cap? Revenons à Turing et appliquons exactement les mêmes règles, mais non pas au niveau cellulaire, mais au niveau des tissus. Ici, vous voyez un tissu en forme de cercle, et j'espère que vous voyez qu'il y a plusieurs cellules.
Et le fait est qu'ici, on peut faire exactement la même chose, avec exactement les mêmes règles, mais à plus grande échelle. Que se passe-t-il in fine? Eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a une concentration d'épaules. Et si on imagine que chaque cellule a une polarité aussi, eh bien, alors, de fait, on voit que on a quelque chose de cet acabit. La polarité est coordonnée entre les cellules. C'est la même idée, mais à une autre échelle. Est-ce qu'on peut allumer la lumière, s'il vous plaît? Il y a un domaine, un champ de polarité excellent dans cette salle, et je voudrais vous le montrer. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez montrer le champ de polarité dans cette salle? Ah, vous pointez vers moi, par là-bas, d'accord? Continuez, continuez, regardez autour de vous. Ah, vers le haut, ah, c'est intéressant. Ah, quelqu'un l'a vu. Regardez plutôt. Lorsque je suis venu dans cette pièce, je me suis dit, mon Dieu, il savait que je viendrais. Ici, vous le voyez, les champs de polarité sont intéressants d'un point de vue esthétique. Et là, toutes ces flèches pointent dans la même direction. Mais bon, lorsqu'on a une polarité, comment est-ce que ça peut influencer la croissance de quelque chose de compliqué comme des tissus pour créer ces formes complexes que nous pouvons par exemple voir dans une fleur? Nous allons maintenant faire une autre expérience. Bien. Alors ici, rien de mystérieux. J'ai une feuille de papier tout à fait normale, du papier classique. Et vous pouvez tous faire de telles expériences à la maison ou ailleurs. Ce qui est fabuleux avec la science, c'est que tout le monde peut vérifier et tester si des affirmations sont vraies. Ici, donc, nous avons 3 morceaux de ruban adhésif et je vais commencer par couper ce morceau-là. Je vais découper ce morceau de la feuille de papier. Et je vais maintenant le plonger dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, c'est de la science de haut vol. Que se passe-t-il? Je ne sais pas si vous voyez bien ça à l'écran. Vous pouvez peut-être faire un petit zoom? Super. Le ruban s'est enroulé. Est-ce que vous savez pourquoi? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Je vous en prie. Excusez-moi? À cause de la chaleur? Oh, c'est intéressant comme idée. Merci. Y a-t-il d'autres idées? D'autres propositions? Je vous en prie. Qu'y a-t-il donc? Ah, c'est parce qu'il y a différentes tailles? Ah, ça, je pense que c'est très très bien. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, l'eau a été absorbée par le papier. Et donc là, le papier s'est étendu. Mais étant donné que le ruban, lui, n'a pas pu s'étendre, eh bien, nous avons eu ce conflit entre le papier et le ruban adhésif. Le ruban ne voulait pas devenir plus grand, et donc, grâce à ce phénomène d'enroulement, il y a eu une neutralisation. Et donc, maintenant, nous avons ce bout de papier enroulé. C'est le conflit entre le ruban et le papier mouillé qui voulait grandir. Et donc, cela découle, je le répète, de ce conflit entre deux éléments qui voulaient faire des choses différentes. Et maintenant, je vais prendre cet autre bout et le découper. Et je voudrais que vous imaginiez ce qu'il va se passer maintenant. Je vais le mettre dans l'eau. Que va-t-il maintenant se passer? Alors en principe, cela devrait fonctionner. Est-ce que vous voyez ce qui se passe maintenant? Le bout s'enroule mais différemment. Vous le voyez, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi cela s'enroule-t-il de la sorte? Est-ce que vous dites quelque chose?
Oui, en effet, c'est parce que la direction n'est pas la même. Alors j'ai entendu le terme isotropique, isotrope. Et donc, oui, cette feuille est faite de cellulose. Ces fibres sont orientées. Et dans chaque feuille de papier que vous avez, il n'y a pas une orientation aléatoire. En règle générale, l'orientation est dans le sens vertical pour éviter une courbure dans ce sens-là. Et donc ici, avec cet isotrope, on peut orienter la transformation du sens en fonction de comment on tient l'expansion du papier. Et maintenant, je vais faire ma dernière expérience avec la bande diagonale et je veux que vous imaginiez ce qu'il va se passer. Est-ce que vous avez déjà des idées? J'ai entendu le terme de spirale. Voyons voir. On prend les paris, on va faire des tests. C'est toujours très intéressant. Voyons voir. Et voilà. Je vous remercie. Alors revenons au transparent, s'il vous plaît. Peut-on revenir au transparent? Très bien. Alors ici, je vous ai montré qu'il y avait plusieurs concepts avec des champs de polarité, les conflits dans la croissance, et je voudrais vous expliquer comment cela nous aide à faire la transition donc des symétries hélicoïdales à ces symétries bilatérales à la forme des fleurs. Imaginons maintenant, enfin, le cycloïda mutant que je vous ai montré avec cette mutation dans le gène. Eh bien, les biologistes, bien souvent, nomment les gènes en fonction du mutant. Mais que fait ce gène? Eh bien, ce gène, le gène cycloïda, est une protéine qui enclenche d'autres éléments. Mais pourquoi est-ce que ça a un impact sur la fleur? Eh bien, étant donné l'endroit où la protéine est active. Et ici, nous devons voir le bourgeon de la fleur. Le bourgeon, il ressemble à ceci. Cela ressemble un peu à un pain. Et ici, vous pouvez voir les différentes cellules. Et là, vous voyez que la partie supérieure va ensuite devenir la partie supérieure de la fleur et la partie basse va devenir la partie basse de la fleur. Et si je devais couper cette tranche en deux et regarder sur le côté que je me demandais où était actif le gène cycloïda, eh bien on verrait qu'il est actif qu'à un seul endroit. C'est la partie bleue. C'est la partie bleue où le gène est actif. Et c'est un résultat très intéressant. On s'est dit, ah, le gène n'est actif que dans une partie de la fleur. Et nous avons pu voir cela avec nos études sur la réaction et la diffusion. Si on combine cette idée à la diffusion et à la réaction pour voir ce qui se passe, eh bien ici, on va faire une autre réaction diffusion au niveau du tissu cellulaire et vous pourrez tout d'abord voir que la première réaction diffusion va produire cette asymétrie entre le haut et le bas et c'est donc lié au gène cycloïda. Et ensuite, il va y avoir une autre réaction diffusion en bleu et vous allez voir que le cercle va croître. Et donc, la première limite le second, et donc, in fine, on a des tâches. Tout cela est lié à la répétition à envie de la règle de Turing. Et donc, ici, on a une symétrie bilatérale. Il y a une différence entre le dessus et le dessous. On a ces régions avec les bourgeons qui vont créer les pétales. Imaginons maintenant que l'on reprenne cette idée, qu'on aille de l'avant. On a une fleur ensuite, un bourgeon, avec
ces différences avec la région rouge supérieure et la région inférieure. Et là, vous retrouvez également toutes ces flèches qui représentent les champs polaires, la polarité et le sens de la croissance. Et les modèles de croissance peuvent évoluer et peuvent parfois entrer en conflit, et cela va engendrer des déformations. Si on zoome, on peut voir ces conflits. Et donc ici, vous pouvez voir que si on réutilise les règles, qu'on tient compte des conflits, eh bien, in fine, on obtient une fleur qui se développe. Rien ne dit à cette fleur de grandir comme ça, mais tout cela découle simplement des conflits dans les règles. Encore une fois, ceci est un modèle ordinateur. On ne connaît pas exactement toutes les composantes qui entrent en jeu, mais ici, vous voyez comment, en principe, par les conflits, étant donné ces champs de polarité, on peut avoir des transformations complexes. Imaginons maintenant qu'il nous manque cette protéine qui fait la distinction entre le dessus et le dessous. Ici, vous voyez le développement à l'échelle. Mais maintenant, retirons le gène asymétrique, le cycloïdea, et donc nous avons un point de départ symétrique, on applique les mêmes règles, mais tout suit absolument la même direction. Et là, vous voyez que tous les pétales suivent la même chose, et si ça continue, et qu'on utilise les mêmes principes, les mêmes règles, eh bien, in fine, on a une fleur tout à fait symétrique. Ce que je vous ai montré ici, c'est que, en somme, je vais essayer d'être bref, eh bien, en principe, par une mutation, on peut faire évoluer la symétrie de la fleur étant donné ces principes exposés, la mécanique liée à la polarité et au conflit qui se répètent. Et ce faisant, il faut tenir compte de toute une série de règles. Mais d'où viennent ces règles? Alors, on commence à une certaine échelle, et bien entendu, il y a toujours des symétries. On commence par les atomes, ensuite on va aux molécules, ensuite nous avons les microtubules, la cellulose, puis on passe au niveau cellulaire, on voit les directions, la polarité, et ensuite on a les champs de polarité au niveau des tissus, et à tous ces niveaux, je le répète, il y a des symétries, et ces symétries sont des réflexions de règles simples appliquées à différentes échelles. On passe d'une échelle à une échelle supérieure, encore et toujours. Mais comme je vous l'ai dit, d'où viennent ces règles? Pour répondre à cette question, nous devons remercier un autre grand biologiste, Charles Darwin, qui, lui, s'était intéressé, bien entendu, à l'évolution par la sélection naturelle. Et je voudrais maintenant vous parler de sélection naturelle et vous expliquer comment celle-ci fonctionne. Et ici, je vais à nouveau utiliser ma fleur préférée. L'orchidée sabon. La Snapdragon, plutôt. Et ici, vous voyez donc celle en jaune et ensuite celle en rose avec un cœur jaune. Ici, ces fleurs attirent différemment des abeilles et ces plantes poussent en Espagne, les jaunes surtout dans une région et les mauves dans une autre région. Mais parfois, elles entrent en contact. Et ici, vous voyez Roda en Espagne, on trouve des jaunes d'une part et des mauves d'autre part. Et au milieu, là où elles se rencontrent, sur une zone d'1 kilomètre, eh bien, on trouve ces variétés hybrides de différentes couleurs. Pourquoi? Eh bien, nous savons que ce contact remonte à des centaines, si pas des milliers d'années. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu de mixte de couleurs? Pourquoi
Il y a-t-il toujours toute cette palette et pourquoi est-ce qu'on retrouve ces orchidées que dans une zone qui fait un rayon d'1 kilomètre? Eh bien, ces hybrides ont moins de descendantes parce qu'elles attirent moins les abeilles et donc il est plus difficile de les combiner. Et nous avons voulu tester ces idées et il y a quelques années cela aurait été assez difficile, mais aujourd'hui on peut faire du séquencement cellulaire et génétique et cela nous a permis d'analyser les modèles, voir quels sont les parents des différentes espèces. Et donc chaque année nous avons collecté tous les individus, avons analysé les ADN année après année pour voir comment fonctionnait la descendance. Nous avons fait un grand arbre généalogique, si vous voulez, mais pour des mufliers. Non pas pour des êtres humains, mais pour des orchidées mufliers. Et ici, je vais vous montrer un vol dans cette vallée. Et chaque épingle que vous allez voir correspond à la couleur de ces orchidées. Alors, tout d'abord, on voit du magenta. Des épingles magenta encore et toujours. Ensuite, on voit quelques hybrides, des roses, des blanches, des oranges. On est dans cette zone d'hybride où tout se mélange. Et on continue. Et là, on voit de plus en plus de jaune. N'est-ce pas? Voilà. Alors, qui a osé dire que les mufliers étaient ennuyeuses? Elles sont source d'engouement. Grâce à ces informations, on peut effectuer une analyse année après année et voir quels sont les liens entre ces mufliers. Et de là, on peut calculer la qualité de ces individus. On peut calculer ces différents phénotypes et on voit que 2 colonnes s'en sortent bien mieux que les autres. Ce sont les couleurs des parents. Les hybrides sont moins bonnes. Et oui, c'est comme ça que fonctionne donc la sélection naturelle. Ce que vous devez retenir ici, c'est que l'on parle de population d'individus et cette sélection naturelle fonctionne avec des populations. Et donc c'est un phénomène de population, j'insiste. Et ici, nous appliquons à nouveau des règles très simples à la population. Et ici, on a toujours parlé de population. On a parlé de population de cellules, d'atomes, de molécules, de cellules, de tissus, des populations d'organismes maintenant, ou d'individus si vous préférez. Et la sélection naturelle est une règle très simple qui s'applique à tous les individus, à tous ces niveaux. Et cela influence les gènes au niveau moléculaire. Et les gènes qui sont transmis sont influencés par la sélection naturelle, et c'est ainsi qu'on a un cercle vertueux, si vous voulez. Et toutes ces règles, à nouveau, reposent sur la symétrie de la science. Et tous les individus obéissent à ces règles. Et la sélection naturelle fonctionne parce que nous suivons tous ces principes de base. Et c'est pourquoi un type d'adaptation est favorisé par rapport à un autre. Tout repose sur la symétrie de la physique. Mais ici, ce que l'on voit, à nouveau, c'est que ce sont des règles répétitives qui fonctionnent à différents niveaux. Alors, tout comme dans les molécules d'eau, chaque atome suit les mêmes règles physiques. Chaque individu, chaque cellule, chaque molécule dans un organisme vivant suit les mêmes règles de la physique. Cela vaut pour les fleurs, mais aussi pour tous les animaux, pour toutes les plantes, et aussi pour nous. Mais avec nous,
il y a quelque chose de particulier en plus. Car non seulement nous sommes le résultat des règles, mais qui plus est, nous sommes à l'origine des règles. C'est nous qui avons accouché de ces règles. Nous avons découvert ces règles. Nous avons découvert ces règles alors que nous sommes produits de ces règles. C'est plutôt bizarre, n'est-ce pas? Et plusieurs personnes abordent cette question de différentes façons. Et moi, je voudrais vous présenter ma façon de voir les choses. Et donc, cette illustration de M.C. Escher l'illustre bien. Si vous voyez à la gauche, il y a une personne qui est dans une galerie d'art. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Eh bien, elle regarde les peintures ou les photos qui sont dans la galerie. Et si vous regardez, vous faites le tour de l'image, vous voyez que la photo vous ramène à la personne qui regarde les photos. Donc, la personne fait partie de l'illustration. Et cela montre exactement ce dont je parle. Nous créons des règles, mais nous ne devons pas oublier que nous sommes également le produit de ces règles. Et avec cela, ou grâce à cela, eh bien, nous pouvons comprendre le monde, mais il faut comprendre que la façon dont nous percevons le monde est quelque peu impactée par notre perception du monde. Donc, s'il y a des choses que nous arrivons à percevoir, d'autres nous n'arrivons peut-être pas à comprendre, parce que ce qui nous constitue sont les choses que nous utilisons pour expliquer le monde. Donc, les symétries de tout cela, qui font partie du monde physique, du monde biologique, sont également intégrées dans nous, les hommes et femmes qui regardons les symétries. Donc, c'est une façon incroyable d'aborder ces simplicités qui sont à tous les niveaux. Notre perception de celles-ci varie, mais je suis persuadée que les symétries nous communiquent quelque chose de très important, c'est la simplicité et l'unité de l'univers, donc de la vie. Merci. Merci beaucoup, professeur Cohen. C'est une excellente présentation. Merci beaucoup. La biologie est très différente de la physique, mais vous nous avez montré que la biologie peut également respecter des motifs symétriques. Donc, merci beaucoup. Pour inviter nos deux panélistes de ce soir, il s'agit de Jean-Philippe Uzan, cosmologiste, directeur de recherche CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, que vous avez pu entendre lundi sur le temps et sa construction en physique, ainsi que le professeur Edmund Copeland de l'Université de Nottingham du Royaume-Uni, que vous avez pu entendre hier sur l'histoire de l'univers. Please join us on stage, please. Venez vous asseoir, merci. Merci beaucoup, bienvenue. Je vais repasser sur l'onglet pour ouvrir, comme d'habitude, comme toute la semaine. Donc, nous avons beaucoup de chance ce soir de vous avoir parmi nous, donc des biologistes et des physiciens qui sont avec nous. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est assez rare. Donc, j'aimerais commencer cette séance de questions-réponses en vous posant la question suivante. Ed et Jean-Philippe, est-ce que vous avez une réaction, un commentaire ou autre chose par rapport à cet exposé de M. Cohen? Oui, bonsoir. Alors, j'en ai toutes sortes des questions. Il y a tellement de choses passionnantes qui ont été sous-jacentes, donc c'est un peu difficile pour moi parce que j'ai l'impression de peut-être dire tout faux, mais la polarité, les différentes directions, cela me rappelle des transitions de phase, donc qui peuvent créer des défauts topologiques. Les champs sont alignés d'une telle façon qu'il y aura des configurations et qui, dans ce cas, représentent la densité de l'énergie d'un côté et le vide de l'autre. Et cela joue un grand rôle dans la cosmologie. Alors, je ne sais pas si cela est pertinent par rapport à ce dont vous avez parlé, mais la façon dont vous avez commencé à expliquer donc, ces cellules, l'intérieur des cellules, les flèches, c'est exactement ce que l'on fait.
On regarde les phases des champs grâce à des flèches et on regarde comment elles s'orientent et pour identifier les défauts. Donc, effectivement, il y a vraiment des parallèles passionnantes, hein, si je ne me trompe pas. Oui, eh bien, vos champs topologiques, je pense, y émergent d'applications répétées et de règles très simples. Et c'est cela, tout le but, c'est de démontrer qu'en fait, la nature est étonnamment ennuyeuse parce qu'elle est très répétitive, en fait. Elle répète et obéit à des règles de façon infinie. Et c'est pour cela qu'on trouve des similitudes, parce qu'on voit cette nature répétitive des choses. Enfin, voilà comment je le perçois moi, en tout cas. J'ai tellement de questions, et effectivement. D'abord, j'avais l'impression que ce que vous expliquiez parlait donc d'expressions fondamentales, mais qui étaient en lien avec le changement de l'environnement. Est-ce que c'est juste? Cette perception est-elle exacte? Oui, alors, l'environnement a une incidence sur nous et nous influence, bien sûr. Nous avons parlé donc comment les règles s'appliquent. L'exemple, c'est le flocon de neige. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de variétés parmi les flocons de neige? C'est parce qu'en dessous de chaque flocon de neige, donc tous les bras du flocon de neige qui sont dans le même environnement, eh bien le flocon de neige cristallise alors qu'il passe par le nuage et il voyage dans différents environnements. Ce qui veut dire qu'un flocon de neige aura une histoire différente et un voyage différent par rapport à un autre. Et donc les règles s'appliquent et le développement du flocon de neige sera différent pour chacun. Mais je crois que cela s'applique également à la biologie, car si les règles n'évoluaient pas de façon différente, eh bien, on aurait tous le même visage et on serait tous les mêmes. Et l'univers serait homogène et tout à fait uniforme. Mais les règles, donc, sont modifiées de façon différente. Et ensuite, il y a l'environnement, il y a l'interne et on regarde surtout l'échelle. Donc, on regarde une cellule dans une plante, les cellules autour qui représentent l'environnement, où on pourrait aborder cela différemment en disant nous avons un individu et l'environnement est l'extérieur de l'individu. Enfin bref, cela dépend de comment l'on définit les choses pour définir l'environnement. Mais la notion fondamentale est qu'il y a un environnement et un contenu et donc les règles s'appliquent et se développent de façon différente dépendant de l'environnement. Alors j'étais confus parce que je dois réfléchir. Vous aviez donc un génome, donc de l'ADN, vous avez parlé de la sélection naturelle et ensuite vous avez ajouté donc cette évolution, ce système d'évolution dynamique. Donc lorsque l'on regarde des animaux, par exemple, qui a donc des taches ou autres, il y a donc des caractéristiques de l'ADN qui sont sélectionnées et il y a d'autres choses qui se développent à cause de la taille de l'animal ou la façon dont l'animal se développe, et cela n'est pas encodé dans l'ADN, non? Ou si vous parlez du léopard, par exemple, vous avez parlé du léopard, de sa queue, et donc les motifs sur la peau des animaux va se développer différemment. Donc les rayures, par exemple. Alors, je suis content que vous soyez confus parce que moi-même, j'ai été très confus. Mais je crois qu'il y a une grande confusion, pas seulement pour vous, hein, mais par rapport à l'ADN et l'organisme. Les gènes, quelque part, ne font rien. En fait, ils influencent le développement physique. Donc, avec les protéines, l'ARN, etc. Donc, il y a ce qui est fait par les ADN et ce qui est fait par le reste. Et donc il y a les molécules qui ont un effet sur l'aspect de l'animal. Et donc il y aura l'incidence de l'ADN, car si on change l'ADN, eh bien cela va changer donc les rayures ou les taches sur un animal. Mais ce n'est pas l'ADN qui
produit la tâche, parce que l'ADN, en fait, est une molécule inerte qui est dans la cellule. C'est pas... L'ADN dépend tout à fait de l'écosystème et de tout le reste de ce qui est dans la cellule. Maintenant, lorsque vous parlez des rayures et des taches sur un animal, alors lorsque Alan Turing a déjà parlé de son application, c'est parce qu'il souhaitait donc expliquer justement les rayures d'un zèbre et les taches sur la peau d'un animal. Et il a parlé du zèbre en disant que les rayures sont faciles, mais qu'en est-il du zèbre? Parce que c'est cela qui l'intéressait. Comment est-ce que l'on crée l'animal, pas la décoration sur l'animal? Et ça a toujours été un vrai souci, enfin un défi, quelque chose qu'il fallait comprendre. Et ce que j'essaie de vous démontrer aujourd'hui, c'est comment aborder cette problématique. Donc je vous ai donné des exemples, une illustration de comment on peut regarder le motif Turing dans les cellules et ensuite la mécanique de comment cette cellule va se développer d'une certaine façon. Donc je fais le lien entre les motifs, donc des taches de l'animal, du cheetah ou du zèbre, et ensuite la mécanique du développement, de la formation et donc des motifs qui vont se développer. Et pas ce qui est sur la surface de l'animal, mais plutôt des protéines qui influencent donc la mécanique de croissance. Merci beaucoup. Je me demandais, donc, vous parlez de réaction-diffusion. Est-ce que cela est responsable de l'aspect unique des aspects des animaux? Donc, est-ce que c'est le même mécanisme qui s'applique pour l'empreinte digitale de l'être humain, par exemple? Vous demandez comment est-ce que l'empreinte digitale est produite? Est-ce que c'est le même mécanisme? Est-ce que c'est de la radiodiffusion, donc la théorie de Turing? Écoutez, peut-être, hein, je ne sais pas du tout et je ne sais pas si quelqu'un le sait. Peut-être que quelqu'un est ici dans la salle, mais moi, je ne sais pas comment l'empreinte est créée. Mais je comprends ce que vous dites. Il y a donc un schéma répétitif et unique dans l'empreinte. Mais c'est vrai qu'il y a une composante répétitive. Donc, l'on peut imaginer qu'il y a donc une règle de répétition qui, effectivement, dépend de certaines conditions, de l'environnement, etc., pour développer d'une certaine façon. Mais je ne peux pas vous la décrire, je ne connais pas cette règle ou comment cela fonctionne particulièrement. Merci beaucoup. On va prendre vos questions dans la salle et à distance. Je vais commencer par me tourner vers le professeur Rodriguez au premier rang pour savoir, est-ce qu'on a beaucoup de questions ce soir sur le... On en a plein. Peut-être 2 ou 3 pour commencer, peut-être? Alors, je vais commencer. So I'll start with one which is quite general. Alors, je commence avec une question qui est plutôt générale et qui est la suivante. Pourquoi est-ce que la symétrie est-elle attirante pour les êtres humains? Eh bien, il n'y a pas de réponse unique à cela, bien sûr, mais ma réponse serait la suivante. Les êtres humains, comme d'autres animaux, sont attirés par les motifs. Nous trouvons que les motifs sont intéressants. Et pourquoi est-ce que cela nous intéresse? Parce que cela nous aide à anticiper et à appréhender. Je peux prédire que vous êtes donc un être humain et pas une plante, par exemple, selon à quoi vous ressemblez. Donc nous cherchons toujours des motifs et des schémas qui nous aident à comprendre ce que sont les choses. Et cela nous aide, bien sûr, à prédire, à anticiper et à appréhender ce que vous êtes et ce que je dois faire, comment je dois me comporter. Donc je pense que cela est très important de reconnaître les schémas et les motifs. Et un des schémas que l'on reconnaît, c'est la symétrie. Cela est très important pour faire la différence entre un animal et un rocher, par exemple, ou un caillou, ou une plante. Et c'est pour cela que nous sommes fascinés par les symétries, car elles représentent des schémas et des motifs. Alors maintenant, les symétries dont on parle en physique et en biologie sont également des schémas et des motifs. Et nous sommes passionnés parce que nous pouvons utiliser les mathématiques pour les expliquer. Et cela est réjouissant car cela nous permet, à travers ces schémas, de tenter des prédictions
Donc, je pense que cela a à faire avec donc cette possibilité de prédire et notre intérêt naturel dans les schémas. Peut-être que je peux apporter une autre explication. Certaines personnes pensent que les symétries dans les êtres humains sont utilisées comme une confirmation de bonne forme lorsque l'on souhaite se reproduire et chercher un ou une partenaire. Non, alors bien sûr, je ne pense pas qu'il y a une seule explication, mais ayant dit cela, on n'observe pas des personnes qui se promènent avec des visages asymétriques. Alors, cela peut arriver, bien sûr, mais normalement, il y a une bonne raison. Mais la plupart d'entre nous, nous reproduisons avec des personnes qui ont des visages presque symétriques. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une sélection particulière pour la symétrie. Je ne suis même pas certain que quelque chose que l'on trouve magnifique ou très beau va être plus symétrique qu'autre chose. Alors, bien sûr, la beauté est subjective, mais si l'on peut parler de beauté, on peut être moche et symétrique, et on peut être beau et symétrique également. Donc, je ne sais pas combien cette sélection est puissante ou pas, mais je n'affirme pas qu'elle n'existe pas. Et deuxième question. Malheureusement, le son était trop mauvais pour les interprètes. Cela dépend de la fleur. Si on prend un muflier, eh bien forcément l'asymétrie est désavantageuse. Et je voulais montrer, en effet, l'abeille ne peut pas rentrer dans la fleur et donc le processus de pollinisation est grandement compliqué. Et donc l'asymétrie est très importante. Mais il y a des espèces, oui, avec des fleurs plus symétriques qui ont évolué différemment pour accueillir les pollinisateurs. Et là, l'asymétrie ne pose pas de problème. Il y a donc toute une diversité d'approches. Certaines espèces adoptent l'asymétrie, d'autres adoptent plutôt l'asymétrie. Je ne sais pas pourquoi l'asymétrie est favorisée, oui ou non. Je ne peux pas dire laquelle est meilleure, mais je puis vous dire que lorsqu'on parle de population, il faut réfléchir en effet au plus fort, et alors il y a l'un ou l'autre qui est plus fort pour une population donnée. Et donc pour un muflier, je peux vous dire que la symétrie est malvenue. Donc le fait de ne pas être symétrique est malvenu. En revanche, si on compare un muflier à un buttercup, qu'est-ce qui est meilleur? Eh bien là, oui, on compare des pommes et des poires. Est-ce que c'est mieux d'avoir un lion ou un guépard? Non. Il faut toujours comparer des populations identiques. On ne peut pas comparer des choses différentes, et donc on ne peut pas faire de telles conférences. Les deux stratégies peuvent fonctionner pour les différentes espèces. Et comment les microtubules peuvent-ils être symétriques alors qu'ils sont composés de molécules asymétriques? Alors je vous rappelle qu'il y a une symétrie hélicoïdale dans l'assemblage, et donc les molécules hélicoïdales peuvent s'assembler et former donc des hélices. Et donc si on prend une molécule asymétrique et qu'on prend toutes ces molécules mises ensemble, eh bien in fine on obtient des spirales car l'asymétrie se propage. Et in fine on a une structure hélicoïdale qui reflète à nouveau ces composantes. Et c'est très différent de ce qui se passe par exemple dans le domaine de la fusion. Si moi je prends une molécule asymétrique et que j'en ai beaucoup et que je leur permets de se diffuser, alors non, cela ne va pas fonctionner. Mais si j'assemble ces molécules hélicoïdales, in fine, on va avoir une structure hélicoïdale qui elle-même a cette forme spirale symétrique. Petite question pour vous, Enrico.
Vous m'avez dit pendant nos échanges liminaires que parfois certaines personnes voulaient voir la physique de façon silotée sans travailler avec nous en tant qu'êtres humains dans l'équation. Mais peut-être qu'il faudrait tenir compte davantage de l'être humain, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, ils veulent écarter l'humain lorsqu'ils parlent de physique. Alors vous, pourriez-vous justement m'expliquer ce que vous vouliez dire par là lorsqu'on a préparé cette conférence? C'est la science, vous savez. L'observateur est souvent tenu à l'écart de ce qui est observé. Lorsqu'on analyse des articles scientifiques, on essaye de faire abstraction de l'individu qui analyse. On essaye d'être autant objectif que faire se peut. Il y a le monde, nous sommes observateurs, nous sommes objectifs, nous n'avons pas de préjugés et nous observons ce qui se passe. C'est une façon utile de faire de la science, oui, car partant, tout le monde peut valider des éléments. Tout le monde peut couper des bouts de papier et vérifier l'expérience que j'ai faite ce soir. Et peu importe que je fasse l'expérience ou que vous fassiez l'expérience, la science nous sépare, nous êtres humains, de l'expérience. Mais lorsqu'on analyse notre relation avec le monde en profondeur et qu'on se demande ce qu'est la réalité, est-ce que la réalité est indépendante de nous? Alors, peut-être faut-il dire, d'après moi, que si on décide d'utiliser le terme de réalité, s'il est utile, eh bien, cette chose-là, dehors, qu'on regarde, eh bien, dépend in fine de nous, de notre façon de la voir. Mais il y a des choses que l'on découvre qui sont des caractéristiques de ce qu'on qualifie de réalité. C'est des choses simples que je tente de décrire. Un exemple. Prenons les règles de la mécanique quantique. Les règles de la mécanique quantique sont très complexes pour nous. Mais pourquoi? Parce que ces règles sont plus compliquées que les règles de la mécanique newtonienne ou parce qu'on vit dans un monde où nous apprenons à connaître les mécaniques newtoniennes basées sur notre quotidien. Si on vivait dans un monde où tout se comportait conformément au principe d'Heisenberg, alors peut-être que la mécanique quantique nous semblerait très facile et la mécanique newtonienne nous semblerait être cauchemardesque. Nous avons dans notre monde des choses que nous trouvons faciles et d'autres qui sont plus ardues. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de symétrie. Et nous voyons toujours ces réalités par un certain prisme qui lui-même dépend de ce qui existe dans le monde. A-t-on des réactions, Ed, Jean-Philippe, à tout ceci? Alors cela correspond à ce que l'on disait ce matin. In fine, je vous ai dit, Feynman disait que l'on ne pouvait jamais comprendre la mécanique quantique, qu'on ne faisait que s'y habituer. Et oui, on s'habitue à une façon de vivre dans un monde mathématique. Et alors ensuite, les choses se font. Nous avons les mêmes théories, nous ne développons pas les mêmes équations. Et je suis sûr que si Ed et moi, on devait parler de la cosmologie ou la gravité, on partirait des mêmes équations. Mais nous ne voyons pas tout de la même façon. Et c'est pourquoi ces échanges sont fructueux. Et moi, je peux dire, ah, moi, je vois ça ainsi, ah, moi, j'aborderai ce problème comme cela. Et il est important d'analyser toutes ces composantes de l'équation lorsqu'on entame un projet de recherche. Et je dirais que là, il y a un processus créatif et artistique aussi. Et ensuite, il faut tout rationaliser pour que quiconque puisse analyser les résultats. Mais ça, cela vient en aval. Et toute la partie créatrice, ensuite, reste en marge des études scientifiques qui sont partagées. Et vous pourriez en parler, Ed. Oui, non, c'est vrai. Lorsqu'on analyse un article scientifique, on analyse un article scientifique. Point. Et on a l'impression que ce ne sont pas des êtres humains qui ont écrit cela. Mais lorsqu'on fait de la science, c'est un exercice des plus créatifs. En coulisses, quelque part, on essaye de partager des choses qui sont indépendantes de notre point de départ. Et qui plus est, nous avons aussi des bases communes qui nous permettent de nous accorder sur certains points. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non. Donc, levez la main, on pourra vous donner le micro. Oui, monsieur, là-bas.
à droite. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation absolument fascinante. Et je voudrais rebondir. Est-ce que vous pourriez parler un peu plus fort? C'est mieux comme ça? Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation des plus fascinantes. Je voudrais rebondir sur votre exemple avec cette fleur à 5 pétales. Vous avez parlé d'une mutation et dans votre modèle, vous nous avez montré certaines différences, améliorations par rapport aux règles et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette structure à 5 pétales. Et donc moi je me demande, est-ce que c'est la première modification que vous avez apportée à votre modèle ou il y en a eu plusieurs? Et puis est-ce que parfois vous avez eu des structures à 3 pétales ou à 7 pétales ou à 13 pétales? Et si vous avez eu des structures avec différents nombres à la fin de votre simulation, est-ce que c'était des modifications mineures par rapport aux paramètres ou de grandes différences? Je me pose la question. Et pourquoi sommes-nous arrivés à 5 ou à 7? Pourquoi a-t-on ce mutant à 5 et pas à 15 pétales? C'est une très bonne question. Alors, je vous ai montré 2 modèles. Un avec cette fleur où j'ai commencé avec 5 pétales à la base. Donc ça ne répond pas vraiment. J'avais ces 5-là. L'autre modèle que je vous ai montré était un modèle de réaction-diffusion. Vous avez vu ces points bleus apparaître qui représentaient en quelque sorte cette idée où il y avait plusieurs pétales qui pouvaient être générés. Et là, si en réalité je laisse le modèle tourner plus longtemps, il va y avoir plusieurs tâches et cela correspond à ce que vous disiez. Et donc, de fait, on peut générer différents nombres en fonction de la puissance de l'inhibition et de la taille. Mais ce modèle était abstrait, disons-le. La question est de savoir si dans la réalité, dans un bourgeon qui se développe, comment cela se passe, comment c'est contrôlé. Moi, je vous ai donné une réaction diffusion des plus simples, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Car il y a également d'autres processus en parallèle avec les transports, avec les polarités. C'est toujours une question qui demeure en suspens. Nous ne savons pas vraiment. Moi, ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est vous expliquer comment les choses pourraient être. C'est basé sur la science, mais nous sommes très loin de comprendre tous les tenants et aboutissants. Et donc, il est très difficile de répondre. On ne peut pas encore répondre à votre question. Nous avons quelques idées, nous commençons à comprendre les choses, mais nous sommes surtout ignares par rapport à ces pourquoi et ces comment. Est-ce que cela répond à votre question? Oui. Oui, madame, vous à gauche, un micro s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pensez que ces espèces ont plus tendance à être asymétriques étant donné les pollinisateurs? Pourquoi est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi certaines espèces sont plus symétriques et pourquoi certaines ne le sont pas? Vous me demandez pourquoi certaines espèces sont plus symétriques que d'autres, c'est ça, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de fleurs, c'est ça votre question? Oui, d'accord, très bien. Comme je vous l'ai dit, nous ne le savons pas tout à fait. Nous savons que les 2 stratégies peuvent fonctionner. Une orchidée a cette symétrie bilatérale, comme je vous l'ai dit. Une tulipe aura cette symétrie radiale. Alors on peut demander pourquoi l'une et pourquoi pas l'autre. Oui. Je pense que c'est parce que dans biologie, il y a plusieurs façons de survivre et de se reproduire. Et c'est pourquoi il y a tellement de façons de résoudre cette question de la reproduction et de la survie. S'il n'y avait qu'une seule façon de faire les choses, alors on ferait tous exactement la même chose et il n'y aurait qu'une seule espèce. Mais il y a beaucoup de façons de faire qui sont toutes très efficaces. Ensuite, la question est de savoir, oui, mais pourquoi est-ce qu'on utilise telle façon de faire là et telle façon de faire là? C'est problématique. Et il n'est pas facile de comparer les choses. On voit que les 2 façons de faire fonctionnent. Alors peut-être qu'une espèce arrivera à s'éteindre et l'autre pas. Les 2 tentent de survivre. Et donc il est difficile de répondre.
Pour l'instant, on peut dire que les deux façons de faire fonctionnent. On peut aussi poser une question par le prisme de l'évolution. Lorsqu'il y avait un ancêtre commun, pourquoi est-ce que l'un a opté pour la symétrie à un moment et l'autre pour la non-symétrie à un autre moment? Et moi, je pense que la rigidité n'est pas forcément la façon de voir les choses. Je comprends que ma réponse ne vous satisfera pas entièrement, mais je ne pense pas qu'il y ait une réponse satisfaisante pour l'heure. Lorsqu'on se demande si au fil de l'évolution, il y a une stratégie à préférer, il y a beaucoup de stratégies. Si moi, je compare une tulipe à un muflier, eh bien, ces fleurs sont différentes à moult égards, pas que au niveau de la symétrie. Alors, moi, je n'ai pas une expérience contrôlée. Avec le muflier, par contre, je peux changer un gène, un seul gène, et comparer deux choses. Mais lorsque je compare deux espèces, il y a des milliers de changements. Et dès lors, il est très difficile de répondre à votre question. Une question en public? Oui, tout à fait. Premier rang. Deuxième rang, pardon. Voilà, exactement. Mais les symétries dans la biodiversité, ça sert à quoi? Symmetries in biodiversity. Sorry? I'm just translating. Yeah, sorry? Symmetries in biodiversity in animals. What does it? What does it? What's the purpose? What's the useful? What's the use of diversity? That's a very, very good question. And it's a very difficult question. C'est une excellente question et c'est une question très complexe. Merci. What is the use of diversity? I think Quelle est l'utilité de la diversité? Eh bien, je crois que... comment répondre? it's like saying in a way, what is the use of Alors, ça c'est comme si on disait physics, or what is the quelle est use of l'utilité de la physique ou de la chimie? Il y a des choses qui se passent et nous sommes très reconnaissants, mais nous sommes très contents qu'il y ait de la diversité parce que sinon vous ne seriez pas là pour me poser la question. Si vous étiez une grenouille, vous ne pourriez pas me poser la question. Donc nous sommes très heureux que cette diversité existe, mais il y a beaucoup de différentes manières de résoudre cette problématique quant à la survie, la reproduction. Les fleurs se reproduisent différemment des grenouilles et des humains. Et il y a des avantages et des inconvénients pour chacun qui fait que nous pouvons tous vivre ensemble et cohabiter sur la planète. Mais quel est l'objectif de cela? Eh bien, je n'ai pas de réponse. En fait, le monde est ainsi. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui nous recommande de faire les choses d'une certaine manière parce que c'est mieux. C'est juste la nature du monde dans lequel nous vivons. Est-ce que cela répond à votre question? J'espère que oui. Otherwise, I'm in deep trouble. Sinon, intervention hors micro. It was a different question. Did I answer the wrong Oui, question? je sais. No, just Okay. Ah, la question était différente, pardon. Oui, la question était quelle est l'utilité de la symétrie dans la biodiversité? What's the role of symmetry in biodiversity? Do you mean, okay, so, Très bien. gosh. Là, c'est encore une question très compliquée. Another great question. It depends what Ben, type of cela symmetry we're dépend du type de symétrie dont nous parlons. talking. In one sense, Donc, we're talking about the symmetry, fundamental symmetries. d'un côté, si nous parlons donc de la symétrie fondamentale du comportement des choses, eh bien, si nous n'avions pas ces symétries, la biodiversité n'existerait pas. Nous n'aurions pas d'individus ni d'organismes, parce que j'essaie de démontrer que l'évolution des animaux, des plantes, dépend de la symétrie. Sans ces symétries, il n'y aurait pas de symétrie fondamentale. Donc, ces règles répétitives. Sans cela, nous ne serions pas là. Et d'ailleurs, l'univers n'existerait même pas. Ainsi, la symétrie est essentielle à l'univers, à la vie, à tout.
Maintenant, il y a d'autres types de symétrie dont on peut questionner l'utilité, donc la diversité, par exemple, des fleurs, etc. Alors ça, c'est un autre type de question, mais voilà, je pense que je réponds à la question sur la symétrie fondamentale. Et sans cela, nous ne serons pas là. Donc, voilà une bonne raison, parce que c'est essentiel. Cela apporte la simplicité qui est sous-jacente à la protection de toute cette diversité. Est-ce que cela répond à votre question? Oui. Merci Becky, beaucoup. Merci beaucoup pour ces excellentes questions. Je crois qu'il est 20 h, nous allons devoir clore. J'ai tellement d'autres questions, mais nous allons devoir mettre fin à cette incroyable conférence. Bien, applaudissons notre présentateur et nos panélistes. Merci beaucoup. Et voilà, vous le savez, je vais repasser sur le français quelques instants pour vous rappeler que même si le Colloque Wright se termine ce soir pour les conférences, on a encore le spectacle Son et Lumière qui se tient jusqu'au 17 novembre au Musée d'Art et d'Histoire, tous les soirs à 18h30, 19h30, 20h30. Ça dure 20 minutes, c'est gratuit jusqu'au 17 novembre. N'hésitez pas. Et restez encore assis quelques instants, on n'a pas tout à fait fini. Je voulais encore remercier, moi, personnellement, nos orateurs et oratrices de cette semaine. Franchement, vos conférences ont été d'une clarté incroyable sur des sujets tellement ardus. Donc, merci beaucoup. Merci également à Thierry Courvoisier, président de la Fondation Wright, et à Francis Ban de l'Université de Genève pour leur confiance. Merci à nos interprètes qui sont là-haut pour la traduction en direct. Merci à notre équipe de techniciens en régie. Et bien sûr, un immense merci à vous, public, d'être venus ou de nous avoir écoutés en ligne. On espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses. Et avant de conclure, j'aimerais inviter le président de la Fondation Wright, Thierry Courvoisier, à dire un petit mot de conclusion. Pour clore cet exercice, j'aimerais nous rappeler qu'il est bon de consacrer quelque effort pour enrichir sa culture en sciences fondamentales par les temps perturbés qui sont les nôtres. Donner du temps à la culture, à la musique, à la science, à la navigation aussi, est une excellente manière de prendre quelques distances avec des nouvelles difficiles et avec des soucis quotidiens ou sociétaux. Ceci participe à rétablir un peu de sérénité dans la société, une démarche salutaire pour nous tous ici, mais aussi pour ceux qui sont dans notre entourage, proche ou plus lointain. Merci donc à nos orateurs de nous avoir offert cette occasion de retrouver un peu de sérénité dans une réflexion un petit peu plus profonde que les premières pages de nos journaux. Merci aussi, comme l'a dit Sarah, à tous ceux qui ont rendu cette semaine possible. Ce sont mes collègues qui ont présenté nos orateurs aussi, Tess qui a géré les questions, les interprètes, les personnes que vous avez vues partout. C'est grâce à tout ce monde qu'on a pu passer un ensemble de soirées, ma foi, fort agréables. Alors à tous, je donne rendez-vous dans 2 ans. Et je me réjouis de vous y retrouver. Ouf, je ne sais pas si ce sera moi, tiens. Mais enfin, quelqu'un sera ici à ce moment-là. Bonne soirée, bonne fin d'année.